Bonsoir tout le monde. Je vais essayer de présenter un petit peu le débat de ce soir, contrairement à l'habitude où, en principe, je conclue. Donc, quelques chiffres, mais je ne serai pas le seul sans doute à les citer. Aujourd'hui, il y a 27,4% de femmes qui travaillent dans le numérique, contre 46,8%, tout secteur d'activité confondu. Donc, on voit déjà l'insuffisance. C'est lié sans doute aux formations, puisque si aujourd'hui les femmes sont majoritaires à l'université, 55,6% en 2019-2020, bien sûr, il faut nuancer selon les filières, puisqu'il y en a beaucoup plus dans les disciplines littéraires que scientifiques. De même, on s'aperçoit qu'elles ne sont plus majoritaires en classe préparatoire pour les grandes écoles, Cagnes, SUP, etc., et les DUT. Et quand on regarde celles qui s'inscrivent dans les classes préparatoires, il n'y en a que 33% qui se dirigent vers les filières scientifiques, alors qu'elles sont 75% vers les filières littéraires. Et dans les écoles d'ingénieurs, j'ai eu l'occasion de le constater, on n'a que 33% de femmes dans les effectifs. Donc, le constat est simple, hein, peu de femmes ont investi le numérique. Et donc, ça va m'amener, pour essayer de comprendre un petit peu, à parler des relations hommes-femmes. C'est vrai qu'il y a toujours un côté très positif. La relation homme-femme, c'est l'amour, c'est la reproduction, c'est la sexualité, c'est la famille. Mais on perçoit aussi souvent un côté plutôt négatif, la domination, les violences, on peut mettre au pluriel, les discriminations. Sont souvent évoqués le patriarcat, la prostitution, l'exploitation, et maintenant on parle aussi d'intersectionnalité, qui marque donc ces fameux rapports hommes-femmes. D'où un débat, et j'affirme que ce débat est généralement mal posé. En effet, aujourd'hui, quand on parle des relations hommes-femmes, on parle surtout de l'égalité. Or, c'est une absurdité du plus totale. Bien sûr, on peut avoir une égalité des salaires, hein, mais ce n'est pas ce que je veux dire. Et donc, voilà ma démonstration. Scientifiquement, on distingue deux types de variables. D'une part, en statistique, hein, d'une part, il y a les variables quantitatives et d'autre part, les variables qualitatives. Et il ne faut pas les mélanger. Les variables quantitatives permettent de parler d'égalité. Parce que ces variables quantitatives sont mesurables. On peut avoir le même âge, on peut avoir le même nombre d'enfants, on peut avoir la même paye. Mais il faut faire attention parce que dès qu'on parle de quantitatif, la hiérarchie n'est pas loin. Or, quand on se plaint des relations entre hommes et femmes, généralement, c'est parce qu'on établit une hiérarchie, une domination masculine, comme l'avait exprimé Pierre Bourdieu. Il faut dire que c'est vrai que les hiérarchies sont un besoin de toute société. Une société, c'est rassembler du monde, et une fois que la société est rassemblée, il faut la hiérarchiser. Alors que le deuxième type de variables, les variables qualitatives, ne peuvent pas permettre de parler d'égalité et encore moins de hiérarchie. Le bleu ne sera jamais égal ou supérieur au rouge, et un spermatozoïde ne sera jamais égal ou supérieur à un ovaire. Ça n'a aucun sens de parler comme ça. Donc, un homme ne sera jamais égal ou supérieur à une femme. Le sexe, ou même maintenant, on dit le genre, sont qualitatifs et non quantitatifs. D'ailleurs, je vous ai mis le logo du Tao. La philosophie du Tao exprime justement, à la différence des philosophies occidentales et machistes, qu'il n'y a pas de hiérarchie entre le yin et le yang, puisque le symbole montre bien qu'il y a du yang dans le yin et du yin dans le yang. Donc, cette obsession que nous avons toujours à vouloir réduire les inégalités, même si quelque part ça part d'un bon sentiment, il faut essayer effectivement, quand c'est possible, de réduire les inégalités.
Ça conduit souvent à une impasse en voulant nier les différences. Et généralement, on se ramène souvent à des mesures, à vouloir des mesures, et lorsqu'on rentre dans le domaine des mesures, les inégalités sont évaluées en matière monétaire. Alors que la source des inégalités, elle, est plutôt réelle et qualitative. Je dis souvent à mes étudiants, on n'est pas riche parce qu'on a beaucoup d'argent, on est riche parce que l'on sait. Si vous êtes sur une île déserte avec des milliards, et il n'y a personne à qui vous pouvez acheter quoi que ce soit, vous allez crever. Alors que si vous savez pêcher, chasser, cueillir, vous allez survivre. Donc la véritable richesse, elle est dans la connaissance. Il y a pourtant, effectivement, il faut bien le reconnaître, une domination masculine qui est souvent dénoncée avec le patriarcat, avec le capitalisme, etc., etc. Et donc, si on veut comprendre, ce n'est pas du côté quantitatif qu'il faut chercher, mais plutôt du côté qualitatif. Alors, quand on se penche sur les différences, on s'aperçoit qu'il y a un débat actuel, hein, mais bon, qui ne date pas d'aujourd'hui, entre les partisans du tout biologique, ou tout génétique, si on veut, et ceux du tout social ou du tout culturel. Justement, quand on est dans le tout, en général, on va voir que c'est ni bon pour l'un ni pour l'autre. Donc, ça soulève la question, comme on dit souvent, des stéréotypes. Et justement, la théorie du genre, aujourd'hui, cherche à estomper tous ces stéréotypes en voulant essayer de faire en sorte que les hommes et femmes soient égaux et donc se ressemblent. Il y aurait eu une domination masculine qui aurait distribué culturellement les rôles aux uns et aux autres et qui expliquerait ce qui se passe. Et donc, la lutte féministe consiste à gommer les différences au nom de cette égalité chimérique, une égalité qui correspond à la similitude, et la recherche d'égalité pour des variables qualitatives conduit à l'indifférenciation. Or, on s'aperçoit que dans les pays qui sont les plus égalitaristes, je parle par exemple des pays scandinaves, la Suède, eh bien, on s'aperçoit que les différences entre hommes et femmes sont les plus marquées. Donc, les pays qui vont dans le sens de plus d'égalité, finalement, aboutissent au contraire, c'est-à-dire à une aggravation, enfin une accélération ou une aggravation des différences. Les stéréotypes ne sont donc peut-être pas que de la construction sociale, même s'il y en a une part, hein, je ne dis pas, on va le voir d'ailleurs. Ils sont aussi fondés sur une essence. Alors, pour le démontrer, je me suis fié à une étude de psychologues états-uniens qui montre que l'appartenance à un des sexes est à 95% attribuée par un visage, ça n'a rien de social, à 90% par un cerveau, autrement dit, si on montre des cerveaux, à 90% on reconnaît si c'est un homme ou une femme, et c'est même 90% et plus, et à 85% par un comportement. Donc, tout ça pour montrer que le côté naturel, sans doute l'essence, hein, le côté biologique intervient quand même quelque part. Il y a des différences objectives entre hommes et femmes, et les ignorer pose problème, justement. C'est là où je suis assez critique. Hein. Ça ne sert à rien de vouloir gommer les différences. Au contraire, il vaut mieux les reconnaître. Je vous cite Albert Camus. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. C'est pour ça que ce problème, qui est réel, ne trouve pas de solution. Et donc, petit clin d'œil, on s'aperçoit que les animaux, hein, mâles et femelles, ont aussi des comportements différents. Et je pose la question, y aurait-il une culture qui a généré chez les animaux des stéréotypes? Donc, je prétends que la nature et la culture participent conjointement à l'établissement des comportements. Il faut donc, et c'est là le travail qu'on doit accomplir, séparer ce qui provient de l'acquis social et ce qui vient de l'inné biologique.
si on veut mieux cerner le féminin. Donc, un féminin dont on doit reconnaître et valoriser la spécificité, justement. Et on va le voir dans le numérique, hein, en particulier, il y a des spécificités féminines qui ont montré, comme on l'a déjà dit, mais je le montrerai encore, qu'elles ont été souvent brillantes. Mais en se basant, pas parce qu'elles sont des hommes, mais parce qu'elles sont des femmes, justement. Cela permettrait de dégager, ça j'avance une théorie, un véritable pouvoir féminin. Attention, pas un pouvoir masculin. C'est-à-dire les femmes, certaines, effectivement, veulent critiquer ou acquérir ce pouvoir masculin, mais pas, je crois que ce n'est pas une bonne voie, justement. La voie, c'est au contraire de défendre un pouvoir féminin. Autant le pouvoir masculin est quelque chose qui est visible, hein, à l'instar de leurs organes, on va dire, autant le pouvoir féminin, lui, est invisible, pareil, toujours pareil, à l'égard de leurs organes à elles aussi. Donc, ma proposition, elle est là. Il faut peut-être essayer de mettre en parallèle, avec la théorie du Tao, hein, un pouvoir masculin et un pouvoir féminin différents l'un de l'autre. Alors, précisément, venons-en maintenant au numérique. Hein, elles sont particulièrement brillantes. Elles ont marqué toute l'histoire de l'informatique depuis le début. Donc là, j'ai vraiment fait une toute petite liste, hein, mais elles sont des milliers. Simplement, j'ai voulu rappeler que, par exemple, Ada Lovelace a aidé Babbage à construire sa fameuse machine, qui est l'ancêtre de l'ordinateur. John Clark, elle, a participé à la résolution du code Enigma, vous savez, le code des Allemands, avec Turing, la fameuse machine de Turing. Grasshopper a développé le COBOL, qui m'a fait, quand j'étais étudiant, beaucoup travailler, qui est le langage qui servait pour la gestion. Elle aurait elle-même aussi parlé du bug. C'est elle qui aurait parlé des insectes qui, effectivement d'ailleurs, c'est vrai, hein, mettaient en panne certains ordinateurs. John s'est illustré dans l'intelligence artificielle. Margaret Hamilton a développé la notion de software. Vous voyez, bon, elles sont. L'open source aussi, c'est dû à une femme. Le BASIC, c'est aussi lié à une femme. Et même ce qu'on appelle maintenant la programmation orientée objet est lié à Adele Goldberg. Et encore une fois, je regrette, enfin, on ne va pas passer toute la soirée à développer tout ce qu'elles ont fait, tellement c'est immense. Et le problème, c'est que autant elles ont marqué brillamment l'histoire, autant elles ne sont pas reconnues pour ce qu'elles ont fait. Mais donc, on va dire que les aptitudes et les capacités en matière de numérique ne sont pas affaires ni de genre ni de sexe. Et donc, elles ne sont pas reconnues, et c'est même rentré dans la littérature, puisqu'on distingue un effet Matilda. Alors, vous n'avez peut-être pas fait attention, mais si vous regardez la rue qui précède celle qui nous a permis d'entrer dans ce bâtiment, ça s'appelle justement Allée Matilda, en relation avec ça, et qui montre que justement la contribution des femmes à la recherche en matière de numérique n'a jamais été reconnue. Il y a le déni de leur contribution, alors qu'elles sont souvent toujours derrière. Il y a aussi un effet Mathieu, qui fait que les hommes, effectivement, cherchent à maintenir et entretenir leur domination. Et puis, on parle même d'un effet de harem, parce que les hommes ont toujours, les mandarins ont toujours essayé de s'entourer de tout un tas de femmes, d'une part parce qu'elles étaient moins bien payées, elles étaient plus laborieuses, etc. Et on peut citer en particulier le professeur Pickering, qui avait son harem Pickering, avec tout ce groupe de femmes qui a travaillé dans l'ombre, encore une fois, de ses propres recherches. Alors, je me suis interrogé, pourquoi si peu de femmes dans le numérique, alors qu'en fait, concrètement, on s'aperçoit qu'elles utilisent autant les outils que les hommes. Mais souvent, elles se sont cantonnées à être plutôt des consommatrices, là où il faudrait en faire des productrices.
on a du mal à déterminer quelle est la cause ni depuis quand ça date, mais il semblerait que la désinfection date des années 90, et en particulier de l'avènement de l'informatique individuelle, parce que dès que les ordinateurs sont rentrés à la maison, c'est plutôt les hommes qui en sont occupés finalement et qui ont développé. Certains disent aussi que les femmes se sont désintéressées de l'informatique dans la mesure où c'est devenu un jouet qu'on offrait aux garçons. On y reviendra dans ma conclusion avec Giannini Bellotti. La question est donc celle de l'attrait pour le secteur. Si les femmes désertent ce secteur, c'est qu'il y a un problème d'attrait. Alors, le premier élément, c'est aussi le fait que quand on fait passer des recrutements, on fait passer des tests de sélection, et les tests de personnalité utilisés par ce secteur sélectionneraient les personnes introverties, alors que les femmes apprécient au contraire d'être en contact avec d'autres personnes. Autrement dit, déjà, les tests ne leur sont pas favorables. Ensuite, il semblerait que le secteur offre un environnement misogyne avec la circulation de préjugés. Et c'est relevé même pour les filles qui sont dans les classes préparatoires aux grandes écoles. Hein, si elles ont des problèmes, des mauvais résultats de temps en temps, ben on leur dit ouais, c'est normal, après tout. C'est pas là que vous devriez vous trouver, quoi. Donc, il y a tout un tas comme ça de préjugés. De même que quand on cherche à voir quels sont les échecs en mathématiques, on s'aperçoit que c'est vrai pour tout le monde, mais c'est particulièrement vrai pour les femmes, le manque de confiance dans leur capacité en maths et en sciences est mis en évidence. Et puis, l'anxiété qui est engendrée par la matière. Et ça explique beaucoup d'échecs dans ce domaine. En d'autres termes, elles s'auto-censurent la plupart du temps, alors qu'elles pourraient, très bien, on va le voir d'ailleurs, elles refusent l'obstacle. Et donc, justement, en travaillant avec un de mes collègues là, qui était toulousain avant, maintenant je crois qu'il est à Montpellier, André Tricot, il a parlé de la menace du stéréotype. Ça veut dire que si on a conscience d'un stéréotype défavorable, eh bien, on va s'auto-censurer précisément. Donc, c'est vrai avec les Noirs sont moins intelligents. Si on pense ça, les Noirs ne réussissent pas. Les filles sont moins bonnes en maths, dans ces cas-là, les filles ne réussissent pas. Autrement dit, si on intériorise un stéréotype, ça agit fortement sur les performances. Et là, vous allez voir, la démonstration, elle est éclairante. On va présenter un même exercice. Dans un cas, on dit que c'est un exercice de géométrie, donc mathématique. C'est ce qui est à gauche. Dans l'autre cas, on dit que c'est un exercice de dessin. Et c'est le même exercice encore, le même énoncé. Simplement, dans un cas, on représente géométrie, dans l'autre cas, dessin. Et regardez les résultats statistiques. Les garçons sont en rouge. Vous voyez, si c'est de la géométrie, ils sont largement dominants. Et quand on dit que c'est du dessin, c'est les filles qui sont dominantes. Vous voyez que la menace du stéréotype est vraiment très, très importante pour expliquer ce phénomène. Donc, il faut déconstruire, hein, ça ne fait pas de doute, certains stéréotypes. Et donc, je crois que certains vont intervenir là-dessus. Il y a de nombreuses ONG aujourd'hui, d'associations qui tendent à rétablir la parité de travail dans le numérique. Et si on y arrivait, eh bien, tout le monde y gagnerait, hein, de la vie des professionnels. Les femmes dans le numérique, ça apporte beaucoup. Donc, pour conclure, je voudrais qu'on approfondisse un peu la source des relations entre les hommes et les femmes. Pourquoi ces inégalités? Pourquoi ces dominations? Alors, je pars du principe que comme les femmes sont en interaction, hein, ou en échange permanent, et que l'exploitation naît justement de tout échange. Là, je vais parler des hommes et des femmes, mais j'aurais pu parler de l'agriculture et de l'industrie, j'aurais pu parler des médecins et des patients, j'aurais pu parler de l'Allemagne et de la France dans le cadre de l'Europe, etc. Dès qu'il y a échange, hein, il y a un phénomène que les économistes connaissent bien, qu'on appelle la dégradation des termes de l'échange. Et donc, si on ne veut pas être exploité, il faut mettre dans son produit
plus, alors en quantité et qualité, de travail, de capital et de savoir, qui sont les trois facteurs créant la valeur ajoutée. Alors, pour ce qui est du travail, je dis il y a travail et travail. Je m'inspire un peu des travaux du sociologue Kaufmann là-dessus. Dans un couple, qui c'est qui passe le balai, qui passe l'aspirateur? On s'aperçoit que les femmes passent le balai et que les hommes, s'ils doivent faire le ménage, ils passent plutôt l'aspirateur. Parce que l'aspirateur, il faut le brancher. Il y a déjà plus de capital dans l'aspirateur que dans le balai. De même, quand il s'agit de faire la vaisselle, il faut rarement la vaisselle avec les gants papa et davantage avec le lave-vaisselle. Donc voilà, vous voyez, il faut être assez fin dans le travail. Il y a travail et travail. Les femmes travaillent beaucoup, hein, mais il faut essayer de voir dans leurs échanges qu'est-ce qu'elles font comme travail. Et donc, il faut que les femmes s'emparent de la technique. L'aspirateur, il y a de la technique derrière. Bon, je ne dis pas qu'elle ne passe pas l'aspirateur non plus. Le deuxième problème, c'est au niveau du savoir. Et là, on s'aperçoit, puisque Molière déjà en avait parlé à son temps, hein, qu'il y a un désir de limiter l'instruction des femmes. Et Molière s'en moquait dans Les femmes savantes, puisque, c'était ses vers, nos pères sur ce point étaient gens bien sensés. Une femme en sait toujours assez, quand la capacité de son esprit se hausse à connaître un pourpoint avec un autre chose. C'est une autre façon de dire, soit belle et soit. Donc, c'est d'abord au niveau du système scolaire qu'il faut agir. Et je dirais que Elena Gianni-Bellotti, du côté des petites filles, qui m'avait beaucoup servi quand j'avais fait mon mémoire de maîtrise, montre que l'éducation parentale aussi est à considérer parce que souvent les mères éduquent leurs filles comme des filles. Et déjà, là, les stéréotypes commencent. Et donc, conclusion, l'émancipation est possible si plutôt que de vouloir changer le monde, lutter contre les inégalités, encore une fois, on change simplement la représentation que l'on en a. Et là, je m'inspire du fameux Wim Wenders. Merci. Je ne peux pas décemment démarrer cette conférence sans rebondir, Monsieur Ménou, sur la première partie de votre intervention qui m'a outrée. Vous avez essayé de nous expliquer pendant près d'un quart d'heure qu'il ne s'agissait pas aujourd'hui de parler d'égalité entre les hommes et les femmes, que c'était limite presque idiot de vouloir comparer les hommes et les femmes. Je vous réponds, Monsieur Ménou, que nous sommes des êtres humains, comme vous. Les hommes et les femmes sont des êtres humains, doués de raison et doués de sensibilité, comme vous. Vous vous êtes basé pour ce faire sur la théorie du yin et du yang, mais le yin et le yang, à aucun moment, ne comportent de différence dans la dualité. C'est-à-dire que le yin et le yang n'existent pas eux-mêmes en tant qu'entité, ils n'existent qu'au travers de la relation les liant. Ce qui signifie que le yin et le yang, nous en sommes tous pétris. Donc, c'est la même l'essence du yin et du yang. Donc, Monsieur Bourriquot, à mes côtés, n'est pas le yang, je ne suis pas le yin, je suis le yin et le yang, il est le yin et le yang. Et dans ce sens-là, et on va le voir justement dans les différents slides qui vont suivre, il est extrêmement important de comprendre qu'aujourd'hui, au travers de l'histoire, nous les femmes, nous avons été complètement discriminées. Et que ça continue encore aujourd'hui et que les chiffres le prouvent. Et que donc, on doit parler d'égalité, on doit parler, et que si je prends en plus de ça la signification du mot égalité dans le Petit Larousse, j'ai fait mes devoirs pendant que vous étiez en train de travailler, pendant que vous étiez en train d'intervenir, pardon, définition du Larousse, absence de toute discrimination de l'égalité, donc, absence de toute discrimination entre les êtres humains sur le point de leurs droits politiques, civils, sociaux. Vive l'égalité, et je redis que nous avons besoin d'égalité entre les hommes et les femmes.